Je cède la parole à M. le député Taschereau. Merci, M. le Président. Je remercie le député des Îles de la Madeleine pour son intervention tout à fait pertinente. Donc, on est ici aujourd'hui pour faire état du rapport de la Commission des Transports et de l'Environnement concernant la consultation sur les cibles de réduction de GES. Au final, M. le Président, c'est 26 groupes qu'on a entendus en audience particulière, et dont le comité consultatif sur les changements climatiques, puis une quarantaine de mémoires aussi qui nous ont été transmis et que nous avons lus, évidemment, avec attention. L'élément le plus consensuel qui est ressorti de cette consultation-là, puis on l'a eu à l'unanimité, en fait, c'était une demande de ne pas reculer sur les cibles de réduction de GES. Puis on s'entend là, pas juste sur le 37,5 sous 90, mais aussi sur l'échéance de 2030. Pendant les consultations, les questions posées par le ministre de l'Environnement supposaient déjà un scénario écrit d'avance. Les choix du ministre paraissaient et transparaissaient en fait déjà arrêtés, puis il a profité du processus de consultation pour répéter sa propre opinion, sa propre volonté, puis il a profité puis faire sourde oreille aux scientifiques, aux médecins, aux groupes environnementaux, aux oppositions, aux représentants de l'industrie également, Monsieur le Président, qui ne cessaient de lui répéter que sa volonté affichée, en fait, nous envoyait vers le plus grand recul environnemental de l'histoire du Québec. Alors, je vais décortiquer un peu mes choses, Monsieur le Président, et à la fin aussi, je vais vous parler de hockey, si vous restez attentifs jusqu'à la fin. Donc, sur l'économie d'abord et l'environnement, on a tous été très marqués, en fait, par les propos du ministre de l'Environnement qui, de lui-même, présentait une espèce de faux dilemme. Le dilemme entre l'économie, la protection des emplois et l'environnement. C'est un faux dilemme, c'était un faux débat, Monsieur le Président. Les membres des groupes d'opposition et moi-même, on a cessé d'entendre le ministre dire que faire la transition est égal à mettre l'économie sur pause puis à perdre des emplois. Dans son document de consultation, il y avait un scénario qui était présenté, celui de l'action climatique, qui coûterait, selon lui, 38 milliards de dollars. Or, il n'y a qu'un seul scénario qui a été présenté, d'une part, un seul scénario. Il devait y en avoir plusieurs, j'imagine, qui ont été préparés par le ministère. Mais on nous a présenté le pire, on nous a présenté que c'était une fatalité. Puis on n'a pas présenté non plus les coûts de l'action, les coûts de l'inaction. Les coûts de l'inaction qui sont très importants. Les coûts qui pourraient notamment toucher les effets sur la santé, les effets sur les pertes pour le régime forestier. Ce qu'on sait, nous autres, par exemple, puis ce qu'on a entendu pendant les consultations, c'est que l'inaction, elle, coûterait jusqu'à 15 fois plus cher que l'action. C'est quand même pas rien, ça, M. le Président. Et par ailleurs, dans le document de consultation qui nous a été fourni, jamais ce calcul-là a été étayé, a été présenté, a été ventilé. À titre d'exemple, dans un rapport publié par Investors for Paris, plusieurs chiffres tangibles sont mis de l'avant pour illustrer les coûts réels de l'inaction climatique dont je vous parle, M. le Président. Les inondations survenues en 2024 au Québec ont causé 2,7 milliards de dollars de pertes assurées. C'est quand même pas rien comme montant. Et on sait que ces événements-là vont aller en augmentant en fréquence et en importance également aussi, M. le Président, donc des coûts qui sont de plus en plus importants. Alors, pour prendre la meilleure des décisions, M. le Président, il faut pouvoir le faire avec toute l'information disponible. Et le ministre n'a pas fait l'effort de nous fournir cette information-là. Les coûts de l'inaction, les coûts de l'action, le tout ventilé selon plusieurs scénarios. Ça a empêché, je crois, un débat éclairé et serein. Maintenant, en matière de transport, je dois vous parler du transport parce que c'est évidemment le secteur d'activité au Québec qui est le plus fortement émetteur de gaz à effet de serre. 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre, 35 % seulement pour le transport routier. C'est pas rien. Et c'est aussi le secteur d'activité qui a vu le plus croître ses émissions depuis 1990. On a du gros rattrapage à faire en matière de transport. Et c'est donc pourquoi il est très incompréhensible que le ministre ait refusé, dans la séance de travail auquel nous avons participé avec les groupes d'opposition, que le ministre ait refusé de recommander au Conseil des ministres de prolonger ou de renouveler, de mettre à jour la politique québécoise de mobilité durable. Cette politique québécoise de mobilité durable, là, elle existe depuis 2018, il me semble, Monsieur le Président, je viens de mémoire. Elle est essentielle pour assurer la transition et pourtant, actuellement, elle est laissée dans les limbes. On essaie d'avoir de l'information.
Il y a l'organisme Transit qui nous en a parlé, puis qui siège sur le comité consultatif de la politique, et qui nous a dit, ben non, on n'a plus de nouvelles, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, on n'est plus invité à des réunions pour travailler sur la prochaine politique, sur le prochain plan d'action, en fait. Et donc, cette politique-là n'aura pas de suite, visiblement, pour l'instant, en tout cas, selon ce qu'on voit des actions gouvernementales. Donc, le ministre fait la sourde oreille aux demandes des groupes environnementaux, aux recommandations des experts, qui soulignent qu'une refonte de notre politique de transport et d'occupation du territoire aussi, M. le Président, est cruciale pour réduire nos émissions. C'est notre talon d'Achille au Québec. On doit absolument agir là-dessus. Maintenant, je vais vous parler de transition juste. Le ministre de l'Environnement, on en a parlé avec des groupes, notamment la FTQ, qui a parlé de transition juste. On l'a recommandé. On voulait l'ajouter aux recommandations du rapport de consultation lors de cette séance de travail. Mais le ministre de l'Environnement a refusé de recommander au gouvernement de se doter d'une politique de transition juste. Pourtant, cette politique-là est essentielle pour accompagner les travailleuses et les travailleurs dans les secteurs les plus touchés, éventuellement, par la transition énergétique. Une transition juste, c'est une transition qui laisse personne derrière, Monsieur le Président. C'est une transition qui met en place des mécanismes pour aider les travailleuses et les travailleurs à se réorienter, à se former, à s'adapter dans un monde en évolution. C'est un genre de filet social qui accompagne les gens dans une transition industrielle. Bien, le ministre a préféré laisser cette question-là de côté et je pense que c'est une grave erreur parce que de toute façon, la transition industrielle vers une économie décarbonée, elle va se faire, qu'on décide du côté du gouvernement de la planifier ou non. Et j'ai envie d'éviter ce qu'on a vécu dans les années 90. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais moi, quand j'ai grandi à Québec, et quand j'allais vers le Mont-Sainte-Anne pour faire du ski de fond avec mon club, on passait devant la Dominion Textile, qui était au pied de la chute Montmorency. Elle a été fermée officiellement, démolie en 1992. Cette transition industrielle qui s'est opérée dans les années 80-90 parce que la mondialisation se mettait en place et on préférait délocaliser des emplois manufacturiers vers des pays où ça se faisait dans des conditions où c'est produit moins cher, elle n'a pas été planifiée, M. le Président. Et ça a causé, dans les années 80-90, du chômage comme on en avait rarement vu au Québec. Ce qu'on propose avec une politique de transition juste, et c'est ce que proposaient certains groupes, ce qu'on propose au gouvernement, c'est de planifier cette transition-là pour éviter les erreurs que nous avons déjà vécues dans le passé. Alors, si le ministre de l'Environnement est intéressé à ce que ça se fasse bien, cette transition-là, bien qu'on prévoie cette politique-là, c'est essentiel. Il est également, on en a parlé souvent, là, mais il est également incompréhensible que le ministre refuse de réserver le surplus accumulé de 1,8 milliard de dollars du Fonds d'électrification et des changements climatiques, le Fonds vert, là, pour des initiatives concrètes de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique. Ces surplus-là devraient être réservés pour devenir le levier essentiel pour accélérer la transition écologique en finançant des programmes ou alors en supportant la population des régions pour s'adapter au changement climatique qui ont dormi, c'est que ces revenus-là ont dormi pendant longtemps sous le gouvernement actuel. Il y a 1,8 milliard, M. le Président, et là, ça risque de s'en aller au service de la dette. Quand même quelque chose d'assez impressionnant là-dedans. Alors, combien de projets de transition on pourrait financer avec ça? Ça fait longtemps qu'on le dit, depuis qu'on a fait plusieurs propositions au gouvernement pour lui donner des idées de secteurs sur lesquels il pouvait investir rapidement, notamment en augmentant le service de transport collectif. On lui a proposé ça à maintes reprises. On lui a proposé ça aussi pour les infrastructures. Le métro de Montréal qui tombe en ruine, là. Il y a trois stations qui ont été fermées à Montréal pendant un bout de temps, là. Bien, ce fonds-là aurait pu servir à ça. Des idées, on lui en a donné beaucoup. Il les a toutes refusées jusqu'à maintenant. Et là, on apprend que ce 1,8 milliard-là risque d'être envoyé au service de la dette du Québec. Bien, à peu près tous les groupes, ça c'était unanime, ont demandé est-ce que l'argent du Fonds vert reste dans le Fonds vert, les surplus restent dans le Fonds vert et servent à des initiatives qui permettent soit de réduire nos impacts climatiques, soit de s'y adapter. Un autre élément présent dans les recommandations refusées par le ministre et ses collègues, c'était celui de réserver un pourcentage précis du Fonds vert, encore, pour supporter notre secteur agricole dans la transition énergétique, ainsi que pour s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Vous savez, M. le Président, l'agriculture québécoise est déjà en première ligne de la crise climatique que nous vivons. Les productrices, les producteurs nous l'ont dit en commission, ils voient leur rendement diminuer. Ils doivent investir dans des infrastructures qui sont coûteuses. Ils subissent les pertes
qui mettent en péril leur sécurité financière. Ils doivent se battre contre une météo devenue imprévisible. Et en plus, ils contribuent largement aussi au Fonds vert. Donc, ils contribuent au Fonds vert, puis cet argent-là s'en va au service de la dette, Monsieur le Président. Ça manque de sérieux, là. Alors, le ministre, il a juste refusé de réserver ça. On voulait l'ajouter dans les recommandations. Ça a été une fin de non-recevoir. On n'a pas pu l'ajouter, même pas en annexe du rapport de consultation. C'est un peu irresponsable, Monsieur le Président, puis ça met en danger le secteur agricole à moyen et à long terme. Enfin, un autre point où ce gouvernement-là déçoit, c'est sur la question de la transparence. Parce que sans transparence, c'est difficile de mesurer l'avancement des travaux pour prévoir et pour adapter le Québec aux effets de la crise climatique. Nous, on demande que des budgets carbone puis des feuilles de route sectorielles soient mises en place, mais ces recommandations-là semblent systématiquement écartées. Et c'est recommandé aussi par plusieurs acteurs. Le Comité consultatif sur les changements climatiques le recommandait d'emblée. Ça a été repris par à peu près tout le monde. Même l'industrie disait, ça nous prend des feuilles de route sectorielles parce que nous, par exemple, au niveau de l'aluminerie, au niveau des alumineries, on a déjà atteint un certain pourcentage de réduction. De mémoire, c'était 31% sur les 37,5 qu'ils doivent atteindre. Bien, allez faire plutôt des efforts sur des types d'industries qui sont plus loin de leur cible pour qu'ils soient capables de se stimuler et d'atteindre l'objectif de 37,5 d'ici 2030. Comprenez? Eux autres, ils n'ont pas besoin d'avoir encore plus de fardeau, encore plus de charges. Ils sont sur la bonne voie. Alors, puis la même chose aussi, on peut regarder ça plus sectoriellement, plus large. On peut dire, bien, tu sais, si certaines industries vont bien dans leur démarche pour se décarboner, bien, demandez au transport d'en faire davantage aussi, parce qu'on est très, très loin de la coupe aux lèvres, Monsieur le Président. Alors, le ministère doit être plus transparent dans le suivi des plans de mise en œuvre du plan pour une économie verte. Puis on le voit, il y a un danger là, avec le projet de loi 7 proposé par la présidente du Conseil du Trésor. Il doit rendre des comptes et permettre aux citoyens de suivre l'avancement des engagements du gouvernement du Québec. Au lieu de ça, le ministre préfère minimiser les enjeux tout en refusant de mettre en place une gouvernance qui est claire et qui est accessible. J'aimerais vous amener sur un autre élément dont on n'a pas eu la chance de discuter pendant les consultations, Monsieur le Président. C'est un élément qui est important et qui est soulevé par le Centre québécois pour le droit de l'environnement. Dans son mémoire soumis à la Commission, on a reçu un petit peu plus tard, le CQDE a émis plusieurs réserves. La première concerne directement le droit constitutionnel québécois, et je vais le citer. En adoptant l'article 46.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit un plancher pour les objectifs de réduction des émissions de GES et un mécanisme de fixation de la cible, le Québec a reconnu explicitement son obligation positive de lutter contre la crise climatique. Dès lors, la mise en œuvre et l'évolution de ces obligations doivent respecter la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que la Charte québécoise des libertés de la personne, qui garantissent respectivement le droit à la vie et à la sécurité, ainsi que l'égalité devant la loi et la protection égale de la loi. Je continue. L'affaiblissement des cibles aurait également un effet discriminatoire sur les générations futures qui portent déjà un fardeau disproportionné et subiront des impacts nettement plus sévères. Ils ajoutent finalement, réduire les cibles climatiques ne serait pas seulement contraire au consensus scientifique, mais serait également incompatible avec les obligations constitutionnelles, Monsieur le Président. Le CQDE ajoute également une note concernant le droit international, et je vais me permettre encore de les citer après avoir introduit, parce qu'ils disent le deuxième touche plus globalement au respect ou au non-respect, dans ce cas-ci, des obligations de chaque État à lutter contre les changements climatiques. Au cas où le ministre ne savait pas, ça implique aussi le Québec, évidemment. Alors, je les cite. Dans son récent avis consultatif sur les obligations des États en matière climatique, la Cour internationale de justice a conclu unanimement que les États sont tenus, en plus des engagements conventionnels issus de l'accord de Paris, de respecter une obligation coutumière d'éviter de causer un dommage climatique significatif. Cette obligation de caractère erga omnes, c'est-à-dire qui impose à tous les États et à l'ensemble de la communauté internationale, requiert un devoir de diligence renforcé. Un État doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour prévenir un préjudice significatif au climat causé par les activités sous sa juridiction. La Cour rappelle en outre que, conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, les États dotés de capacités institutionnelles et de ressources importantes sont soumis à un niveau de diligence accru.
C'est le cas du Québec, Monsieur le Président. En d'autres mots, et je les cite une dernière fois, lorsqu'un État ne satisfait pas à son obligation coutumière de prévention, il peut engager sa responsabilité pour la commission d'un acte internationalement illicite et être tenu de réparer le dommage causé. Donc, on verra ce que les tribunaux éventuellement feront de ces questions-là si elles sont soulevées, si elles sont soumises à des tribunaux. Alors, en conclusion, Monsieur le Président, je vous avais promis de vous parler de hockey. De hockey. Parce que le ministre de l'Environnement a beaucoup parlé de mobilisation, de motivation. Il disait, si on n'atteint pas la cible en 2030, je pense que ça va démotiver, démobiliser les Québécoises et les Québécois. La capacité, selon moi, d'une équipe à atteindre ses objectifs dépend de son leader, son capitaine. Alors, j'ai envie de parler des Canadiens de Montréal, qui ont pour capitaine Nick Suzuki. Je pense que tout le monde reconnaîtra ici que c'est un bon capitaine. C'est quoi sa grande force? C'est qu'il se présente tous les soirs. Il est sur la glace tous les soirs, il donne de son mieux, il fait de son mieux, il se donne à 110 % tous les soirs. Son objectif, la Coupe Stanley, Monsieur le Président. Est-ce qu'il va l'atteindre, la Coupe Stanley? Je ne sais pas. Lui non plus ne le sait pas. Est-ce que ça l'empêche de se présenter tous les soirs puis de donner son maximum? Non, Monsieur le Président. Alors, vous voyez où est-ce que je veux en venir, hein? Si on veut être capable d'être sur la bonne trajectoire climatique, Monsieur le Président, là, ça nous prend un bon capitaine. Ça nous prend un Nick Suzuki des changements climatiques. Alors, je pense que si le ministre de l'Environnement refuse ce rôle-là de réel capitaine des changements climatiques, de la lutte contre les changements climatiques, c'est ce travail-là qui va démotiver la population, les industries, la société civile. Parce qu'un capitaine qui ne se présente pas, Monsieur le Président, là, les autres joueurs, là, ils ne se présentent pas non plus. Alors, je vous laisserai là-dessus. Pour vrai, c'est important. Nous, on va continuer à défendre l'urgence climatique, à promouvoir une transition juste, à travailler main dans la main avec la population et la société civile pour un avenir plus vert, plus solidaire. Puis on va éviter aussi, on va continuer à se battre pour éviter le plus grand recul en environnement de l'histoire du Québec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député.